Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais parfois je vais chez McDo. Que voulez-vous, la fringale de 23h30 est souvent redoutable quand vient la sortie des concerts. Et jusqu'à présent, l'eau y était fournie par Evian ou par Badois. Enfin, fournie, il faut pas déconner, elle était payante quand même. Dans de petites bouteilles en plastique. Et puis, dans un souci d'éco-responsabilité, comme ils disent, McDo a dévoilé fin mars 2021 un projet visant à bannir les bouteilles en plastique de ces magasins d'ici la fin de l'année. Désormais donc, si le consommateur moyen de McDo veut continuer à boire de l'eau, il lui faudra prendre le nouveau produit maison Eau by McDo. Je vous jure, ça existe. Eau by McDo. Plate ou pétillante, voire aromatisée. Eau by McDo est servie dans un nouveau gobelet en carton estampillé du fameux M jaune de la marque américaine sur fond vert. Ça, c'est le côté écolo. Après s'être engagé à ne plus distribuer de paille en plastique l'année dernière, de jouets en plastique et de bouteilles en plastique d'ici la fin de l'année 2021, McDo semble donc vouloir reverdir sa stratégie commerciale. Mais comme d'habitude, le diable est dans les détails. En fait, la firme américaine, en annonçant de manière grandiloquente ces décisions qu'elle présente comme sa contribution à la lutte contre la pollution plastique, ne fait finalement qu'anticiper une décision européenne qui prévoit, elle, cette disparition au plus tard au 1er janvier 2022. C'est-à-dire que McDo y gagne 3 ou 4 jours. Qui plus est, il semblerait que McDo en profiterait pour faire exploser sa marge. En effet, les nouveaux gobelets d'eau by McDo sont facturés entre 2,30€ et 2,75€ les 50 centilitres, selon qu'elles soient plates, pétillantes ou encore aromatisées, vous l'aurez compris, soit entre 4,60€ et 5,50€ le litre. Pour information, un litre d'eau nature au supermarché varie entre 0,30 et 0,60€. Alors me direz-vous, d'où vient cette eau qui est débitée comme les sodas vendus sur place, directement dans le gobelet, puis recouvert d'un couvercle? Eh bien, tout simplement, directement du robinet, après être passé par un filtre. Si l'on en croit les salariés des premiers magasins, j'ai du mal à dire restaurants, qui ont déjà adopté ce système, l'eau by McDo. Et voilà, jusqu'à présent, seule l'eau de Lourdes était réputée miraculeuse. Eau by McDo peut désormais prétendre au titre, au vu des bénéfices qu'elle pourrait permettre à la firme américaine. Le capitalisme n'a pas encore atteint ses limites et c'est à ça qu'on le reconnaît. Et Ronald McDonald a beau être un clown, il ne fait plus rire personne. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Ce soir, on parle des journées et des rencontres photographiques de Toulouse qui ont installé leur quartier depuis la semaine dernière jusqu'au 2 octobre prochain, place Saint-Pierre. On en parle avec Claire Hugonnet, membre de l'équipe d'organisation du festival Manifesto, et de Clément Marion qui expose ses photos dans le cadre de cette édition 2021. Et puis nous retrouverons dans un instant Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, pour une nouvelle chronique de jazz bizarre. Ce soir, il va nous parler d'embouteillage. Mystère,
vous en saurez un peu plus dans 3 minutes. Le temps, comme d'habitude, de commencer par la nouveauté de la semaine. Formation d'abord dédiée à la fanfare, arpentant le territoire sur des mobylettes anti-déluviennes pour amener folie, musique et charivari sur les places festivalières des mélomanes en goguette. Le gros Tobrogoy, arrangé provisoirement sans doute, c'est Peugeot 103 SP et autres bleus et grises de chez Motobécane pour l'atmosphère plus feutrée des salles de concert et des clubs de jazz. Du coup, passant de 4 à 6 musiciens, 3 cuivres, une guitare électrique, une contrebasse et une batterie, le gros Tobrogoy s'offre des compositions plutôt touffues, sauvages, énervées. Un jazz écrit et pourtant libre, entre riffs rageurs et explosions tonitruantes, souffleurs furieux et démoniaque, rythmique complètement impeccable, et puis un son énorme, une musique puissante que l'on peut retrouver donc sur Pantagruel Résolu, le 2e album de Le Gros Tobrogoy, disponible aujourd'hui. À noter que le groupe toulousain fêtera cette sortie comme il se doit, au taquin ce soir à 21h, qu'on se le dise et répète. Le Gros Tobrogoy passe, pau, tampon, c'est caramel mou, et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mousse sur Campus et c'est Joe Kangourou au micro. Je vous rappelle que le Gros Tobrogoy, comme vient d'écouter, joue ce soir à 21h au Taquin. Et puis, avant de retrouver Jean-Pierre Lérac, qui est assis à notre extrême droite, ça n'y arrive pas souvent, avant de le retrouver, je vais peut-être donner des nouvelles et faire des réponses aux nombreux courriers qu'on reçoit pendant la semaine. Et là, j'ai sélectionné deux questions super importantes. Et je vais donner les réponses tout de suite. D'abord, quelqu'un qui s'inquiétait de savoir si le vin que l'on buvait dans cette émission à l'heure de l'apéro était nature au vu du goulot de bouteille qui dépassait sur le petit film qu'on a publié la semaine dernière pour témoigner de ce duo assez magique Belfour que l'on a reçu la semaine dernière dans ce studio. Donc à la personne qui se posait la question de est-ce que derrière ce goulot il y avait du vin de nature, eh bien je répondrai par l'affirmative. Oui, il y a du vin de nature. D'ailleurs, s'il n'y a pas de vin de nature, Jean-Pierre Lérac ne viendrait pas. D'ailleurs, en parlant de Jean-Pierre Lérac, la deuxième question le concernait, puisque un auditeur fidèle me posait cette question importante et essentielle. Est-ce que la caution morale et artistique de cette émission va bien? Puisqu'effectivement, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Et bien du coup, je lui ai demandé de venir ce soir. Il va bien, il est en face de moi, bourru comme d'habitude, et avec son jazz bizarre, comme à l'accoutumée. Jean-Pierre Lérac, on me dit qu'en plus, vous êtes énervé à cause des embouteillages. C'est cela. Mais avant, je voudrais juste dire un petit mot, moi aussi, sur le disque de Tobrogoy. Celui qu'on vient d'écouter. Qui sort aujourd'hui. Voilà, alors je trouve très beau ce disque et donc moi, c'est vrai que pour les groupes comme ça qui passent du statut de fanfare au statut de groupe de scène, c'est souvent un passage qui est souvent difficile et pas toujours réussi. Et c'est vrai que d'ailleurs sur leur dernier enregistrement, on sentait quand même qu'ils étaient un petit peu entre les deux. Et il y avait un petit peu encore l'esprit rue. Et là, pour le coup, avec ce disque, je crois qu'ils ont vraiment définitivement passé le cap. On est vraiment sur un vrai disque de scène. Et c'est très abouti. Et moi, alors c'est vrai qu'il y a aussi, on en parlait, c'est vrai, l'apport des deux nouvelles recrues fantastiques, Florian Nastor et Nicolas Poirier. Et donc, Nicolas Poirier, en plus, qui compose pas mal de morceaux sur ce disque. Donc, tout ça fait que finalement, c'est un très beau disque. Et c'est une vraie réussite. Ouais. Et que j'espère que ça se traduira par de nombreux concerts. Voilà, et on se réjouit de voir ce sextet ce soir au Taquin à partir de 21h. Tout à fait, nous y serons. Nous y serons. Si vous voulez nous faire dédicacer des photos, nous y serons. En entre embouteillage, bon, c'est vrai qu'approche le temps des vendages, n'est-ce pas? Non, enfin, on ne va pas parler de vin de nature. Mais on pourrait. Quand même, on pourrait, justement, c'est une suggestion, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire, parce que d'ailleurs, les gens nous en parlent, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse une émission sur le vin de nature. On se penchera sur le sujet. C'est une suggestion. Ouais. Donc, en fait, l'embouteillage, évidemment, c'est toute autre chose que je veux parler. Lors de la chronique de l'émission de rentrée, on parlait du désert culturel qu'avait été Toulouse pendant l'été, et là, nous allons dire c'est totalement l'inverse en ce moment. Voilà, en ce moment, c'est vraiment à l'opposé. Il y a surproduction, quoi. Il y a surproposition. On ne sait pas où aller, quoi. Il y a trop de choses. Donc, et d'ailleurs, Manu Pomar en parlait. C'est vrai qu'il y a les festivals qui étaient déjà installés en automne, qui sont traditionnellement chaque année en automne. Il y a beaucoup de choses déjà en automne. Et là, se sont rajoutés les festivals qui, au printemps, se sont décalés sur l'automne. Donc, finalement, on se retrouve avec tout un tas de choses. Et par exemple, ce week-end, c'est le début de Passe ton bac d'abord, que d'habitude, on retrouve au mois de juin. Donc, pendant tout le week-end, ça va être Passe ton bac d'abord. Il y a le printemps de septembre, il y a Fifi Gros, enfin bon. Voilà, il y a tous ces festivals. Et au niveau musique, c'est un peu pareil. Et encore, on n'a pas commencé encore Jazz 631. Et les orgues attendent aussi. Et Toulouse, les orgues. Donc, le mois d'octobre sera pareil. Donc voilà. Donc, finalement, on ne se plaint pas. Ce qu'on voudrait quand même, ça serait un peu plus réparti. Ça ne serait pas trop mal. Ouais. Mais bon, ça, il y a longtemps que c'est comme ça à Toulouse. Et on pourrait avoir des événements toute l'année. Ça ne serait pas plus mal. On n'aurait pas besoin de choisir. Ça serait bien. Après, c'est vrai
que certaines fois, les programmateurs ont la bonne idée de décaler les choses. Par exemple, ce soir, on peut commencer par aller voir Tobrogoy au Taquin et finir par aller voir Kevin Collin et ses Crazy Antonin à l'Isdat, puisque le concert commence vers 22h, 22h30. Donc, on va presque avoir le temps de voir une partie du concert. Oui, en plus, le printemps de septembre et puis Figaro, en plus, ils ont des programmations musicales. Ce qui fait que tout ça se rajoute. C'est un casse-tête. Ouais. C'est un casse-tête pour le mélomane. Donc, moi, je vais juste parler d'un festival, le festival Riverrun. C'est le festival dont on est partenaire, le Pavillon de Jazz. Alors, Riverrun, expliquer ce que c'est que Riverrun, c'est un festival organisé par le GMEA. Le GMEA qui s'occupe de création musicale à Albi, c'est une scène de création musicale à Albi. Alors c'est vrai que c'est ancien, hein, le GMEA. Et depuis 2016, ça a changé de direction. Didier Achour a remplacé Thierry Bech et Didier Achour qui est un musicien plutôt de musique improvisée, de musique contemporaine. Et donc ça a un petit peu changé les orientations du GMEA. Avec Thierry Bech, on était plutôt sur l'électroacoustique et là on va plutôt sur la musique contemporaine et la musique improvisée. Donc ce qui n'est pas sans vous déplaire. Ce n'est pas pour me déplaire. Et l'autre aspect, en fait, c'est que Didier Achour, peut-être il se sent un petit peu à l'étroit à Albi, et il a décidé de faire quand même beaucoup d'escapades sur Toulouse. Donc finalement, il y a beaucoup de ces programmations qui sont à cheval un peu sur Toulouse et Albi, avec beaucoup de partenariats sur la ville de Toulouse. Donc moi j'ai sélectionné 3 soirées pour la semaine prochaine qui nous concerne. Donc la première sera le 29 septembre. Au Théâtre Garonne, parce que Théâtre Garonne, les abattoirs, un pavé dans le jazz, Bande des Cygnes sont les gens avec qui ils travaillent sur Toulouse. Donc au Théâtre Garonne, on va retrouver l'ensemble d'Edalus, qui est en fait l'ensemble de Didier Achour, qui depuis c'est son orchestre. Et donc là, ils vont interpréter du Brian Eno. Alors Brian Eno, évidemment, pour des gens de notre génération, ça évoque beaucoup de choses, évidemment. Déjà Roxy Music, évidemment. Roxy Music, le travail avec Bowie. Et le travail avec Bowie, le travail avec Robert Fripp de King Crimson. Et c'est vrai qu'il a travaillé, il a une vie musicale très incroyable, mais c'est aussi un compositeur et qui a travaillé beaucoup sur des musiques contemporaines aussi. C'est cet aspect-là qu'on va découvrir. En même temps, on dit que c'est aussi un peu l'inventeur de l'ambiance. Aussi. On n'allait pas faire une émission sur Brian Eno. Mais on pourrait faire une émission sur le vin nature et Brian Eno d'ailleurs. C'est ça. Donc il y a plein d'idées comme ça qui arrivent. Donc ça c'est la première soirée. Ça c'est au Théâtre Garonne. Le lendemain aux abattoirs. Aux abattoirs, 18h30, ce qui fait que ça permet justement de parler de ces soirées multiples. On peut, à la sortie du concert, aller voir Éténège Voissier qui se produira, elle, au Théâtre Garonne. J'en profite pour parler de ça aussi. Ouais, encore quelque chose où on va être obligé de courir dans les rues de Toulouse d'un concert en concert. Et donc là, ça va être alors là je vais dire le nom du musicien, c'est Kobe Van Cowenberg. Oh oui, je ne me suis pas trop mal sorti. C'est pas mal. Vous avez compris que c'est un Belge qui fait de la guitare. Et là, il fait une conférence-concert sur Anthony Braxton. Bon, là, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir derrière. Anthony Braxton, on disait qu'on pourrait faire une émission sur Brian Eno. Alors, ne parlons pas d'Anthony Braxton. On pourrait faire, c'est quand même un monument du jazz américain. C'est un des pionniers du free jazz. Mais c'est un musicien qui est encore actif pour le moment, et donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors c'est un magnifique saxophoniste, mais c'est surtout un grand compositeur. Et donc, d'ailleurs, notre pianiste Geneviève Foucroux avait fait un magnifique album avec 9 CD sur les compositions piano d'Anthony Braxton. Voilà, l'œuvre de Braxton est assez monumentale. Et donc là, on peut se dire, bon, c'est pas trop ce qu'il va y avoir derrière, mais enfin, vu quand même l'œuvre de Braxton, on peut s'attendre à quelque chose d'assez incroyable. Vous rappelez le jour? Alors ça, je l'ai dit, c'est dans le lendemain, c'est jeudi 30 septembre, c'est aux abattoirs, et après on galope, on traverse. Voir Éténèche au Garonne. Voilà, c'est pas très loin, en plus ça tombe bien. Et donc, d'ailleurs, on écoutera un petit peu Anthony Braxton, parce qu'on peut pas parler d'Anthony Braxton sans écouter Anthony Braxton. Et en fait, le troisième, là on était partenaire également, le pavé, vous avez compris, sur cette initiative. Et le troisième volet, sur lequel on est partenaire également, un pavé dans le jazz, ça va dérouler à Albi, à la Tanor. Et là, c'est le Toulouse Improvisers Orchestra qui va se produire. Et le Toulouse Improvisers Orchestra qui a été créé l'année dernière. Et donc là, cette année, donc le Toulouse Improvisers Orchestra, il faut dire que tous les musiciens qui sont dedans, ce sont des musiciens qu'on a l'habitude de voir
ou dans le jazz ou Jazzalus, c'est tous les musiciens qu'on défend. On retrouve des Verchowski, Vodraska, Jean Lacarrière, des Drodon, Jean-Yves Évrard, Marion Jousserand de Tarzan et Tarzan, Sarah Brault, Ingrid Obled, d'ailleurs qui est remplacée, qui ne sera pas là. Et alors tout cet orchestre, elle ne veut pas jouer ce jour-là. Ah. Mais bon, voilà. Et elle est remplacée par qui fait du basson. Sophie Bernado. Sophie Bernado, merci. Voilà. Donc ça c'est l'information. Et donc ça sera dirigé par Claire Bergerot. Claire Bergerot qui est chanteuse et accordéoniste de Poitiers et qui a l'habitude de mener de travailler sur l'impro avec des grands orchestres. Nous l'avions vu à Luce d'ailleurs avec le Lobe, c'était un concert assez incroyable. Donc ça, en pensant à ce qui s'est passé avec le Lobe à Luce, on se dit qu'il va se passer quand même quelque chose d'assez incroyable ce jour-là à Albi. Il faut aller jusqu'à Albi. Bon, voilà. Mais bon, il y a la 4 voix. Il y a la 4 voix. Donc voilà. 40 minutes et on y est, c'est bon. Voilà, j'espère que j'ai pas aidé. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur ce festival River-Run, magnifique festival. Et on va écouter un petit peu de Braxton. Alors, on va écouter un extrait de son dernier quartet, où il est entouré de jeunes musiciens prestigieux, donc Taylor Bynum qu'on va entendre à la trompette, et la magnifique guitariste. Je vous laisse deviner qui c'est. On va avoir une espèce de quiz comme ça. Allez. On y va. Et ça pique un peu. Ça pique un peu, mais c'est beau. C'est du Braxton. Voilà, et donc c'est la soirée du 30 septembre pour le festival Riva-Rome, et ça se passera donc aux abattoirs.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, on vient d'écouter donc un extrait de composition et de musique d'Anthony Braxton, joué par le nouveau quartet d'Anthony Braxton. Alvorson, le nom de la guitariste. Mary Alvorson, guitariste assez phénoménal, jeune guitariste que l'on avait vu à la Saint-Nougaro il y a 3-4 ans, jouer avec un vieux guitariste, j'arrive pas à me souvenir le nom, mais un concert assez magique, ce duo-là. À la Saint-Nougaro, nous l'avions vu avec Sylvie Convoisier. Et ce qui était organisé d'ailleurs dans le cadre de Jazz 631. Oui, c'était pas un vieux guitariste, c'était effectivement Sylvie Convoisier. Mais je sais de quoi vous parlez, puisqu'il y a cette star de la guitare dont son nom vient de m'échapper, et le vin blanc y est pour quelque chose, voilà, je pense. Et on le retrouvera un peu plus tard. On va le retrouver, dès que je le retrouve, j'interviens, je coupe. Là. Voilà, donc on a écouté Braxton, histoire de vous rappeler que le 29 septembre, il y avait donc ce concert dans le cadre du festival Riverum consacré à la musique de Braxton. Ça se passera au Théâtre Garonne. Non, ça se passera aux abattoirs. Et juste après, on vous rappelle qu'Éténèche-Oissier avec Mathieu Sourisseau et Bakias à la contrebasse seront, eux, à partir de 21h au Théâtre Garonne. Encore une soirée où l'on va être obligé de courir dans les rues de Toulouse. Allez, on va passer maintenant tout de suite à la suite avec, là aussi, un autre festival. C'est vrai que les festivals depuis début septembre s'enchaînent, qu'ils soient musicaux, cinématographiques ou photographiques, et celui dont on va parler maintenant, c'est Manifesto. Manifesto, sous-titré Rencontre photographique de Toulouse, et c'est Claire Hugonnet qui est ici pour nous dire deux, trois mots de ce festival. D'abord, Manifesto, un festival qui est quand même assez ancien. C'est quoi exactement cette manifestation qui traditionnellement entame les festivités à Toulouse à la rentrée? Bon, cette année, c'est pas le cas parce qu'il y en a plein d'autres. Jean-Pierre nous l'a expliqué tout à l'heure. Claire Hugonnet. Bonsoir. Manifesto, oui, c'est un festival de photographie contemporaine qui existe depuis maintenant 19 ans, enfin 20 ans exactement, et c'est la 19e édition de ce festival qui s'est implanté, on va dire, pas toujours dans l'espace public, mais en tout cas avec cette intention de donner à voir de la photographie au grand public. Voilà. Mais également de rassembler un public plus professionnel et amoureux de l'image. Mais voilà, un festival qui a toujours été gratuit, qui a toujours rémunéré les auteurs et qui a toujours voulu laisser en tout cas une part belle à Toulouse à l'image. C'est vrai que dans le sud de la France, on beaucoup les rencontres photographiques d'Arles. Perpignan aussi, il y a le festival de photojournalisme de Perpignan qui a encore existé cette année, malgré la présence de Louis Alliot à la mairie de Perpignan, maire RN, je vous rappelle. Lecture pendant l'été dans le Gers. Comment ce festival s'inscrit-il ou pas, d'ailleurs, dans cet aéropage de festival du sud de la France? Il s'inscrit très très bien. Non, disons que depuis 19 ans, on a progressé aussi. On a professionnalisé le festival, on a grossi, on a une reconnaissance qui est aujourd'hui avérée, même au niveau national. Même si, comme le diraient les experts de la métropole, on ne vend pas assez de nuitées. Mais en tout cas, le festival, quand on en parle, il est reconnu. On a des artistes parfois du monde entier qui déposent des projets, des portfolios pour être sélectionnés. Donc là, on peut considérer qu'on a grandi, on a mûri, il était temps, nos 19 ans. L'année prochaine, ce sera la 20e. Mais voilà, aujourd'hui, on a un festival qui fonctionne d'ailleurs en partenariat avec beaucoup d'autres festivals. On échange régulièrement avec le festival Images Singulières à Sète également, l'association C'est à voir. Rien déjà sur de la mutualisation de matériel, mais aussi
On transite nos communications. Évidemment, Arles et Perpignan, on n'est pas dans la même cour. Voilà, c'est encore une autre histoire. Mais avec les rencontres photographiques de l'été de Lectour, Marie-Frédérique Alain, sa directrice, était présente, nous, ce week-end, pour faire des lectures de portfolio. Donc, tout ça circule dans un... Voilà, c'est vertueux. On s'entend tous très, très bien et on est tous là pour, on va dire, nourrir cette photographie contemporaine et du côté du public, mais surtout, je crois, pour soutenir les artistes-auteurs. Qui en ont, je pense, encore plus besoin depuis 2 ans, depuis la crise sanitaire. Donc, Claire Hudonnet, vous faites partie donc, du comité d'organisation de Manifesto. Vous avez aussi une vieille histoire avec ce festival, puisque, si je ne m'abuse, vous avez été lauréate de ce festival vers 2008 ou 2009. 2009, oui. Ça représente quoi pour une Toulousaine photographe, ce festival ? Pour moi, c'était une fierté puisque je pratiquais le festival en tant que public et que je trouvais déjà la qualité des images, des expositions appréciables, sachant que c'est toujours présenté dans un cadre un peu underground ou un peu décalé, que c'est accessible et qu'il y a une super ambiance. Moi, de suite, je suis tombée amoureuse de ce festival en tant que public. Moi, je pratiquais la photographie, beaucoup de photographies de groupes de musique, comme toujours, mais je pensais pas accéder à ce festival en tant qu'artiste. Et j'ai déposé un dossier, j'ai été sélectionnée et je suis rentrée dans l'équipe d'organisation, dans le collectif d'organisation depuis, donc ça fait 12 ans maintenant. Et c'est toujours une aussi belle aventure parce que chaque année, on rencontre des photographes fantastiques qui ont envie, qui sont généreux, et nous, on conçoit ce festival de la même manière, en fait. Actuellement, se déroule à Toulouse le printemps de septembre, qui, à l'origine, lorsqu'il était à Cahors, était un festival, lui aussi, photographique. Oui. Il y a des passerelles avec ce festival qui finalement, depuis 3 ou 4 éditions, lui aussi, entame ses festivités en même temps que Manifesto. Oui, la première passerelle, en fait, c'est un peu aussi l'origine de Manifesto, cette histoire-là, sans parler forcément de contre-pied ou d'opposition, d'ailleurs. L'arrivée du printemps de septembre à Toulouse a un peu marqué le début de Manifesto, du constat, effectivement, comme tu l'as dit, que la photographie avait une énorme place quand le printemps était à Cahors. Et quand il est arrivé à Toulouse... ça n'a pas été éradiqué, la photographie, mais il y avait aussi une énorme part à l'art contemporain au sens plus large, à l'art plastique. Et Manifesto est un peu né de cette volonté-là de donner une place à l'image à Toulouse, qu'on ne l'oublie pas, la photographie. Voilà. Sans être dans l'opposition, c'était aussi une petite réaction quand même à l'arrivée du printemps pour... bien mettre la photographie au cœur de la ville rose, sachant que Toulouse s'est toujours quand même vanté et a toujours voulu assumer cette notion de ville de la photographie, avec notamment la place du Château d'Eau et de Jean Diosade, évidemment. Voilà. Et c'est vrai que je me posais la question si effectivement ce festival s'inscrivait dans le paysage photographique toulousain, un paysage, vous le rappeliez, assez conséquent, symbolisé donc par la galerie du Château d'Eau, qui est sans doute un des lieux photos qui comptent dans l'Hexagone et sans doute même en Europe. Il y a également une école qui a une le TPA, bien sûr. Réputation, le TPA, qui a une quarantaine d'années d'existence. Et puis, il y a pléthore de photographes qui sont passés par cette école et qui ont été formés par cette école. Et puis, il y a aussi quelques vieux photographes emblématiques. Vous citiez Jean Diosade il y a 2 minutes. Il y a aussi Germaine Chaumel, qu'on recite régulièrement lorsque on reparle des images noires et blancs du Toulouse des années 40 et 50. C'est vrai qu'il y a eu cette photo très humaniste, faite de portraits de la vie quotidienne qui ont été portés par ces 2 artistes toulousains, Diosade et Chaumel. Et ce festival, c'est un peu les enfants de toute cette synergie photographique toulousaine. Ah oui, complètement. Déjà, parmi les membres fondateurs, il y a des gens qui ont fait le TPA, qui même par la suite ont donné des cours à l'ETPA, et ancestralement, depuis le départ, l'école de photographie de Toulouse est partenaire du festival. Et nous exposons chaque année le ou la lauréate du Grand Prix de l'école de photographie. Cette année, on a 2 expositions, puisque le Grand Prix l'an dernier, raison de crise sanitaire, a été décalé dans le temps et qu'on n'a pas pu l'exposer l'an dernier.
Déjà, c'était une édition un peu spéciale. Donc là, on a 2 expositions. Donc, le TPA est un partenaire privilégié. Clément pourra vous en parler. Il en donc, est Clément issu Marion, aussi, qui est notre prochain intervenant sur ce festival. Et après, évidemment, nous, on travaille également avec la Galerie du Château d'Eau. On travaille avec les laboratoires de Saint-Cyprien aussi, qui, sans être une école diplômante, a fait aussi émerger un bon nombre de photographes qui, aujourd'hui, sont des photographes professionnels qui ont commencé la photo en amateur. On a vraiment un énorme vivier de photographie à Toulouse. Il y a une superbe énergie, il y a énormément d'artistes-auteurs. Il faut pas lâcher aussi. Il faut pas lâcher, il faut continuer à donner cette place à la photo à Toulouse. Je pense qu'elle est importante, comme tous les autres arts, évidemment, la musique aussi. Mais voilà, c'est aussi un secteur, une filière culturelle qui fait partie des grands désastrés, on va dire, sinistrés plutôt. Sinistrés du Covid. Oui, les artistes-auteurs. Et il faut soutenir cette photographie, surtout les jeunes photographes. Qu'est-ce qui fait que la photo a une place aussi importante à Toulouse ? C'est vrai que Jean Diozède, quand même, y est pour énormément. La Galerie du Château d'Eau. Il a déclenché quelques... Oui, elle est nationalement connue. Européennement connue, sans doute internationalement connue, et le fonds Diozède consiste en une matière exceptionnelle, et on a une chance de l'avoir à Toulouse, évidemment. Donc, fonds Diozède, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, fonds Diozède qui depuis 2-3 ans est à l'origine de conflits entre l'association qui gère ce fonds et la mairie de Toulouse qui voudrait le récupérer. Les histoires ne sont pas terminées, même si un jugement de l'année dernière avait donné définitivement la propriété de ce fonds à l'association justement qui le gère depuis belle lurette. Si on revient à ce manifesto 2021, la ligne éditoriale de ce festival, donc implanté place Saint-Pierre, dans des containers, dans chaque container il y a une exposition, ce qui fait que ça simplifie aussi la lecture d'un festival de photos. On sait où on va, on sait que dans chaque case il y a un artiste, il y a une histoire qui a consulté, et après on passe vers d'autres aventures. Donc la ligne éditoriale de ce festival 2021 ? Alors il n'y en a pas vraiment en fait, on n'a jamais eu de thématique à Manifesto, c'est la photographie contemporaine, du moment que les artistes présentés ont un travail abouti, réfléchi, qu'ils soient professionnels ou amateurs d'ailleurs, mais nous ce qu'on recherche c'est de montrer à voir une photographie contemporaine, une création contemporaine avec une démarche et un sujet abouti. Maintenant, si on a une marque de fabrique, effectivement, c'est depuis 2009, ces fameux containers. Avant, on était nomades. Chaque année, on changeait de lieu. Bon, effectivement, entre la difficulté, on peut reparler d'embouteillage, entre la difficulté d'avoir des lieux publics ou de la mise à disposition d'espace, plus, on va dire, les contraintes liées à la sécurité qui n'ont fait que croître quand on organise des festivals. À un moment donné, on a eu cette idée de se mettre au port Viguerie, enfin, le quai de l'exil des Républicains espagnols depuis, dans des containers maritimes, puisqu'on était dans un ancien port, péniche de Toulouse. Allons-y jusqu'au bout. Et du coup, ça nous a permis d'investir encore plus cet espace public et de fournir aussi à chaque artiste un espace propre où il peut tout à fait mettre sa propre scénographie comme il l'a envie. C'est intéressant, ça donne un autre aspect aux expositions aussi. Donc ça, c'est notre marque de fabrique. Après, il n'y a pas de ligne éditoriale, si ce n'est que nous sélectionnons chaque année un ou une invitée d'honneur, un photographe ou une photographe de renommée, on va dire, moins internationale, ou dont, en tout cas, on aime le travail, dont on expose plusieurs séries sur la place Saint-Pierre, mais également dans des lieux annexes comme la Galerie de l'Imagerie qui est partenaire avec nous depuis 3 ans, qui est un superbe ancien garage Renault réaffecté et qui est une galerie dans le quartier Bonnefoy. Voilà. Et qui est un espace magique où on expose aussi donc, des séries de notre invitée d'honneur. Qui cette année est Catherine Poncin. Qui est une photographe française, mais qui a voyagé dans le monde entier et qui travaille beaucoup. Elle archive, elle documente, elle a un travail de recherche, de compilation sur la mémoire, le souvenir, aussi bien que ce soit sur les faits sociaux, l'industrie, l'étranger. Et elle a un travail vraiment extrêmement touchant. Elle compile et puis elle refait, elle mélange, elle découpe, elle recolle. Et on a vraiment un travail
très sensible et elle nous raconte des histoires à base d'autres histoires. C'est une personne vraiment exceptionnelle qui est retournée là en ce moment. Elle est à Tanger. Elle tourne un film justement sur les anciens cinémas. À Tanger, voilà, donc toujours cette histoire de mémoire, de souvenirs, de collecte, et une personne vraiment fabuleuse, qui est pas peut-être extrêmement connue au niveau national, mais qui pourtant est reconnue en tout cas par ses pairs. Voilà, donc ça c'est à voir dans cette édition 2021 du festival Manifesto, festival qui permet de voir les photos de Clément Marion. On en parle dans 2 minutes juste après ce petit morceau de musique. Jour de pluie, un enfant s'est endormi. Lentement, il s'étend sur un long tapis volant. Je le vois qui sourit. Il court au ralenti. L'horizon s'agrandit entre ses mains. Le voici, confetti dans l'aurore qui pépit. Sur les champs roses et blancs de Shanghai à Perpignan, je le vois qui sourit. Il court au ralenti. L'horizon s'agrandit entre ses mains. Un enfant s'est endormi. Toboggan, maintenant, il s'éveille doucement. Je le vois qui sourit. Il court au ralenti. L'horizon s'agrandit entre ses mains. Je le vois qui sourit, éclairci. Il court au ralenti. Un enfant se l'horizon s'agrandit. Toboggan, entre ses mains. Voilà, on vient d'écouter Wagon-Lit de Marie Sigal, extrait de son EP sorti l'année dernière, Géranium. Marie Sigal qui joue ce soir à 21h30 au Bijou. Et là, elle sera en piano solo. Et Jean-Pierre Lérac, ici présent, a décidé que finalement, c'est elle qui irait voir ce soir au Bijou. Marie Sigal, Wagon-Lit, ce soir à 21h30 au Bijou. Allez, on revient à la photo avec Clément Marion. Bonsoir. Bonsoir. Vous exposez vos photos, vous allez nous en parler dans quelques minutes, et puis aussi du procédé que vous utilisez, qui n'est pas sans rapport avec le style de photo que vous montrez dans cette édition 2021 de Manifesto, mais peut-être avant, Claire Hugonnet, que l'on vient d'écouter longuement, nous parle depuis le début de Manifesto comme un festival de photos contemporaines. C'est quoi la photo contemporaine ? C'est compliqué comme question. Je pense que c'est une photographie qui s'inscrit probablement dans l'air du temps. C'est vrai que je suis un peu personnellement, par exemple, à l'encontre de ça, des projets que j'entreprends, des procédés que j'utilise. Maintenant, je pense que la photographie
n'adage que du sujet dont elle traite en fait. Le procédé au final, c'est une manière de le faire, c'est l'intention qui compte et l'actualité peut-être. Voilà, je dirais ça. On pourrait dire que la photo est effectivement née d'un procédé technique avant de pouvoir s'imaginer comme photo. Avant la photo, il y a eu le procédé technique et la photo n'est arrivée qu'après. Ben oui, alors la photographie, écrire avec la lumière, ça c'était le principe, et maintenant ce qu'on en fait, l'art, la manière, c'est venu après, via les codes de la société, des artistes, de qu'est-ce qu'on peut faire avec un procédé, quelque chose, un moyen de s'exprimer. Donc parlons un peu des photos que vous nous montrez dans ce manifesto 2021, mais avant d'en parler, expliquez-nous un peu le procédé que vous avez utilisé pour les fabriquer, ces photos, un procédé assez particulier, et puis qui est en rapport avec ce que vous venez de dire. C'est des photos contemporaines, mais n'empêche que le procédé est assez ancien. Voilà, le procédé, donc, c'est du collodion humide, c'est de la photographie sur plaque de verre. C'est un procédé qui a été inventé donc en 1851, un des premiers procédés photographiques. Du moins le premier vraiment répandu, le premier rapide en termes d'exposition et de sensibilité, et effectivement donc photographie sur plaque de verre. Pour moi c'est la quintessence de la photographie parce que en termes de modelé, en termes de détails, en termes d'esthétique, tout ça c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, bien que compliquées effectivement à mettre en place. Le principe en 2-3 minutes. Alors collodion c'est du coton nitrate, c'est un peu quelque chose comme un peu du miel en fait qu'on va couler sur une plaque de verre ou sur une plaque d'aluminium, c'est venu un peu plus tard. Ça va durcir petit à petit, on va le sensibiliser avec du nitrate d'argent, donc c'est un des principaux composés de la photographie de manière générale, de la photographie argentique, et on va l'exposer donc à la lumière du visible, les ultraviolets, la révéler par la suite avec une autre chimie et la fixer. Tout ça se passe sur une petite plaque de verre. Alors petite, ça dépend des formats, pour moi c'était plutôt petit, et on a à la fin, pour ce qui est de l'ambrotype, donc de la plaque de verre, un négatif tout simplement, un négatif positif. Un négatif qui a un peu bougé et s'est un peu altéré au fur et à mesure de ses passages dans des produits chimiques et au fur et à mesure de son contact à l'air. Voilà, alors après, une fois que la photographie est ce qu'on appelle fixée, là il n'y a plus de souci, elle ne bougera plus, et c'est un des procédés qui dure le plus longtemps dans le temps si la recette est bonne, la recette chimique. Mais effectivement, de la conception de la plaque de verre jusqu'à la fin, jusqu'à la fixation en fait, tout simplement, oui. L'émulsion bouge, elle sèche d'ailleurs par la fin, elle se craquelle, elle se rétracte, d'où était peut-être le sens de l'utilisation de ce procédé dans ce projet. Oui, puisque si j'insiste un peu lourdement sur la façon dont vous avez construit ces images, c'est parce que le sujet de votre exposition, qui s'appelle Phénix, a à voir complètement avec ce procédé photographique, puisque c'est des photos de gens qui ont été brûlés, que vous avez pris en photo, et l'on voit dans les traces des brûlures, les traces des greffes, la façon dont les greffes ont pu ou non prendre des belles cicatrices. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut s'imaginer que ces peaux-là ont craquelé comme ces photos ont pu le faire avec ce procédé. Voilà. Alors, ce ne sont pas des polaroïdes. J'ai cru entendre le mot pola. Non, je crois pas. Ah, ces peaux-là, oui, pardon. Oui, ces peaux-là. Bien sûr, pardon. Donc, effectivement, le collodion. Alors, oui, l'esthétique de la cicatrice, c'est quelque chose qui est très présent dans ce projet. Moi, il y avait un petit double sens avec la technique parce que le collodion humide est composé entre autres de deux éléments en fait principaux qui sont le coton nitrate, comme je l'ai dit, et le nitrate d'argent. Et en fait, ces deux choses-là ensemble, ça forme une série photographique que j'ai faite là. Et séparément, en fait, elles sont tous deux utilisées dans la médecine pour la cicatrisation. Donc le collodion, c'est un peu comme des points de suture, si vous voulez, et puis notamment lors des guerres en médecine précaire, en fait, c'était utilisé pour un peu comme un bandage, disons, pour retenir la plaie. Et le nitrate d'argent, alors c'est un petit peu plus spécifique au domaine des grands brûlés, c'est utilisé sous forme de bâton pour brûler ce qu'on appelle des brides. Ce sont des cicatrices en fait qui ont, si on veut, mal cicatrisé, qui ont été guidées mais peut-être pas assez bien et qui forment du coup une retenue sur la peau qu'on essaie de corriger en fait avec notamment ces bâtons de nitrate d'argent. Je l'ai appris au cours de ce projet-là, c'est une des cambrelées qui m'en a parlé et je trouve ça assez étonnant que ça vienne justement lier toutes les choses entre elles. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette exposition Phoenix ? Alors, l'idée du projet, c'était effectivement de sensibiliser l'œil de tout un chacun, montrer, en fait, donner à voir l'esthétique de la cicatrice, comme je le disais, la brûlure, le pourquoi, expliquer, documenter peut-être, on verra si ça donnait ses fruits, mais en tout cas, sensibiliser. L'idée de base, en fait, était venue avec un interview à la télé, une jeune femme qui avait posé la question, en fait, rhétorique, quand est-ce que pour la dernière fois vous avez vu, en fait, des grands brûlés dans la rue? Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose comme un blanc qui s'est formé, pas de réponse, et elle a dit mais c'est normal, en fait, c'est normal parce que ces gens-là se cachent. Alors, c'était peut-être un petit peu théâtralisé, mais en attendant, moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai ressenti, je me suis dit, est-ce que le travail aussi de photographe, ce ne serait pas d'un certain côté montrer certaines choses dans la société, pointer, en tout cas mettre en lumière, et donc je me suis dit on va montrer, on va donner à voir l'esthétique de la brûlure pour essayer pas de corriger, mais disons d'adapter, de sensibiliser pour éviter dans le temps les regards de curiosité peut-être un peu malsaine. Voilà. D'où le nom du projet Phoenix, ces gens renaissants de leurs cendres. Voilà. Alors je voulais pas partir dans le pathos. Effectivement, quand on parle de brûlure et de grands brûlés, premièrement il faut savoir que ce n'est pas que avec du feu, mais de l'eau, de l'électricité, des acides. Des acides, exactement. Donc c'était pour documenter tout ça et ensuite effectivement parler un peu de cette renaissance qu'il y a après accident, de la résilience, de toute la résilience dont on a besoin, et surtout, et moi je tiens à dire aussi, à en parler, du courage qu'il a fallu pour ces personnes-là de poser pour un photographe, de se mettre à nu aussi également. Elles ont toutes été très courageuses et courageux. Oui, justement, Clément Marion, le rapport avec les modèles? Très bon. Ça n'a pas été compliqué, vous le disiez, il y a quand même peut-être cette appréhension de se montrer, en sachant que là, pour le coup, c'est pas des photos que l'on va garder dans le cadre familial, mais c'est des photos qui vont être montrées. Tout à fait. C'était le but de la série. Ça s'est fait, alors le contact s'est fait souvent sur les réseaux, ou alors c'est des amis d'amis. Il faut savoir aussi que quand on rentre dans un monde dans lequel on va évoluer pour faire un projet photographique, on met un pied dedans, et ensuite il y a une ramification qui se crée si les choses se passent bien. Donc j'ai eu contact avec certaines personnes, j'allais les voir directement ou je leur envoyais directement un message pour leur dire je fais ce projet là, j'ai déjà fait telle ou telle image, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, et est-ce que ça te plairait qu'on travaille ensemble, en fait. C'est pas de poser pour moi, je pense que c'est une évolution qu'on fait à deux. Donc voilà, le rapport se devait d'être bon, on va dire, et après il faut que ça évolue ensemble. Ça veut dire que le modèle peut aussi choisir quelle partie il a envie de montrer, quelle cicatrice il veut montrer et peut-être en cacher une autre. Bien sûr. En fait, mon travail, ma position, c'était d'éclairer, de mettre en lumière les parties de la personne qu'elle voulait elle-même montrer. Je pense que c'est évident. Alors que ce soit par rapport aux cicatrices ou à la nudité, parce que comme vous le disiez, c'est des photos qui allaient être amenées à être montrées. Il fallait que tout le monde soit d'accord avec tout ça, et donc d'y aller doucement, en tout cas. Bien sûr, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, et certains et certaines d'entre eux n'avaient jamais posé pour des photographes, encore moins effectivement dénudés, et encore moins peut-être après au suite d'un accident, quoi. C'est vrai que je suis allé voir votre exposition dimanche dernier, et immanquablement, ça m'a fait penser à un bouquin d'un auteur de science-fiction, J.G. Ballard, qui un auteur de la catastrophe. Il a écrit des bouquins sur un monde qui aurait plus d'eau, sur un monde qui serait inondé, sur un monde où le vent n'arrêterait pas d'augmenter, provoquant des catastrophes énormes. Mais par contre, il avait aussi écrit un bouquin sur son enfance en Chine lors de l'invasion japonaise, et un autre qui s'appelait Crash, sur un photographe qui passait son temps dans un monde un peu futuriste à aller prendre en photo des rescapés d'accidents automobiles. D'accord. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce héros de Ballard prenant des photos d'accidentés de la route, de la même façon que vous faites des photos des accidentés de la vie, et avec
avec peut-être cette difficulté de ne pas tomber dans l'esthétisme, justement. Ce qui était le piège dans lequel tombait ce héros-là. Mais c'est vrai que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un piège à tomber dans l'esthétisme forcené de ces corps qui sont marqués, mais qui peuvent être assez fascinants? Évidemment. Alors, Claire le disait tout à l'heure, j'ai eu aussi, en tant que lauréat de Manifesto, quelques lectures de portfolio cette semaine, et l'une d'entre elles a porté sur ce sujet-là, sur l'esthétisme, et là, peut-être le suresthétisme d'une série photographique qui porterait sur des grands brûlés. Alors, c'était extrêmement intéressant, évidemment, tout autant que la référence que tu viens de citer, et que j'essaierai de prendre en connaissance. Ça m'intéresse, évidemment, d'autant que le principe de cette série à la base, c'était ça, au final. C'était aussi de montrer les corps, mais dignes, beaux. Alors, l'esthétique du collodion en rajoute, l'esthétique de la lumière, de la position, ce qu'ils m'ont donné aussi, c'était le but. Maintenant, cette lecture de portfolio a été extrêmement intéressante dans ce sens-là, qu'elle a éveillé chez moi, une volonté d'aller peut-être un petit peu plus loin dans un autre projet photographique qui traiterait peut-être du même sujet, peut-être un petit peu différemment, peut-être avec la même technique, donc je verrai, mais effectivement c'est un piège qui, je pense, n'en était pas un, mais en tout cas amènera à réflexion dans le futur. Quelque chose qu'on n'a pas dit sur vos photos et sur ce procédé au collodium, c'est des photos assez sépia, qui rajoutent un peu au côté esthétique de la photo. On n'est pas dans du noir et blanc pur comme on peut le voir régulièrement dans des expos photos. On est vraiment sur des choses un peu ocre, un peu ambrées, un peu vieillies. Des vieilles photos qui auraient mal supporté et la fixation, fixation mal faite. Vous avez dit 2-3 fois pendant cet entretien, et Claire Hugonnet également, que la photo c'était aussi un moyen de documenter. C'est vraiment une des fonctions de la photo, de documenter. Je pense. L'esthétisme, c'est bien. C'est beau, j'aime personnellement l'esthétisme, mais quand le projet photographique, l'œuvre photographique, ou de manière générale d'ailleurs l'œuvre que je regarde, me documente, m'informe sur la société, sur l'histoire, sur le futur, parce que ça peut avoir aussi des manières éducatives, voilà, je pense que l'aspect documentaire d'un sujet photographique peut être extrêmement intéressant. Oui. Donc voilà, Clément Marion, jeune photographe qui expose ses photos dans l'édition 2021 du festival Manifesto, dont dans un container, je ne sais plus quel numéro il s'agit, mais après tout, vous allez à Manifesto, vous avez une quinzaine de containers, vous avez largement le temps de les regarder, d'autant plus que, si je ne m'abuse, ce festival a cette grande avantage d'être en plus gratuit. Ça vous permettra un peu de vous plonger dans l'univers de la photo. Marion Clément, donc cette série Phénix portant sur des photos de grands brûlés. Simplement rappeler qu'à Toulouse, il y a un énorme service de grands brûlés qui se trouve à Rangueil, si je me souviens bien. Rangueil et Purpan. C'est là que vous êtes allé rencontrer vos modèles? Non, j'ai voulu le faire à un moment. J'avais quelques photos qui étaient déjà réalisées, mais le projet était scolaire à la base et j'avais besoin de 12 photographies, au minimum 10. Il me semble que j'en avais déjà un petit paquet à ce moment-là, et je me suis dit que je préférais en fait un contact personne à personne plutôt que d'aller dans un institut. Cela dit, depuis, il s'est écoulé une année, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et je n'ai pas pris contact particulièrement avec Purpan pour recommencer un projet. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des accidents, qui sont venues me voir sur les réseaux sociaux et qui m'ont proposé de travailler à nouveau ensemble. Il faut savoir qu'à ce stade-là, ce sujet-là est clos, mais que peut-être à un moment on le réouvrira, donc c'est peut-être là où les choses se passeront avec des instituts. Très bien, en attendant donc cette série à voir dans le cadre de Manifesto, la série s'appelant Phénix. Claire Hugonnet, un mot? Juste pour rappeler aussi que vous pouvez voir à plus long terme le travail de Clément dans un livre qu'il vient d'éditer quand même, qui est sorti il y a quelques mois, mais c'est aussi dans l'actualité. Voilà. Donc voilà, en dehors de Manifesto, je lui souhaite plein d'autres expositions, mais aussi il y a ce livre qui existe. En fait, le livre qui a été monté, édité avec une des personnes qui a posé pour la série, Clélia Le Breton du coup, qui vient notamment, vous avez fait le lien avec, qui a séjourné lors de sa reconstruction à Purpan. À Rangueil.
Arangueil, tout à fait, pardon. Et avec laquelle, du coup, on a édité un livre, effectivement, sur la reconstruction personnelle des grands brûlés et de manière générale des personnes accidentées. Donc c'est un livre qui fait part de la série, qui fait part de l'exposition, pardon, à travers la scénographie dans le container de Manifesto et qui effectivement est en vente aussi à la librairie du festival. Très bien. Dernière question, et ça sera vraiment la dernière. La photo, c'est arrivé comment ? Très jeune, très jeune. En fait, c'est mon père qui a offert un appareil photo à ma sœur. Je devais entrer au collège, je crois. Et vous lui avez piqué. Voilà, je l'ai vraiment pleinement squatté et j'ai adoré, déclencher. Je pense que c'était ça au début. Et voilà, très rapidement, j'ai eu le mien aussi par la demande et ça ne m'a plus quitté, on va dire. Très bien, voilà, Marion Clément Marion oui. était donc notre invité du soir. Ces photos sont à voir place Saint-Pierre dans le cadre du festival Manifesto. La série s'appelle Phoenix. Allez la voir et allez voir l'ensemble des expositions qui sont montrées à Manifesto. Il y a des choses comme d'habitude très intéressantes. Après il y a des choses, moi je me pose encore des questions, mais c'est pas le problème. On y répondra. C'est bien de se poser des questions. C'est tout l'intérêt aussi de l'art contemporain et de la photographie contemporaine. C'est effectivement quelquefois d'avoir l'impression de passer à côté alors que peut-être on y rentrait dedans. Merci en tout cas Claire Hugonnet et Clément Marion d'être venus nous parler de ce festival donc jusqu'au 2 octobre donc la semaine prochaine, place Saint-Pierre. Sachant que ce week-end, nous avons samedi, donc demain, un vide labo, un vide grenier photo. Voilà, il y aura plein de choses, je pense, à dégoter, accompagné par la musique de notre cher Antoine DJ No Breakfast, et que Clément est là quasi tous les jours, j'ai envie de dire, avec notre processus, son Afghan Box, et qu'il tire le portrait de manière traditionnelle, ancien, dans le processus ancien, sur la place Saint-Pierre. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire, en plus des expos. C'est directement sur du papier, et ça dure à peu près une quinzaine de minutes, et c'est sous forme de prix libre. Voilà, donc on fait ça dans l'enceinte du festival avec un ami. Très bien, et bien voilà, plein de bonnes raisons d'aller pendant le week-end, place Saint-Pierre, cette fois pas pour prendre des dépôts sur les nombreux bars qui entourent la place, mais pour aller voir de la photo. Manifesto, c'est jusqu'au 2 octobre prochain, place Saint-Pierre. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Merci à vous. Merci. Je suis morte de rire et je ne me souviens pas pourquoi. Achevée par le HIV, je suis morte du sida. Je suis morte de faim, je suis morte de faim, papier noyé d'identité. Je suis morte de froid, soir d'hiver, je n'avais pas de toit. Je suis morte d'un rien, morte de jalousie. Je ne sais pas comment mourir sur cette terre, encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre, encore un luxe supplémentaire. Je suis morte d'être noire, je suis morte d'espoir, je suis morte d'être moi. Je me suis suicidée, c'était une simple idée. Il m'a assassinée. Je suis morte d'amour, capote oubliée. Je suis morte décapitée. Accident de vélo, tombée dans l'escalier. Je suis morte crucifiée. Comment mourir sur cette terre? Encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre? Encore un luxe supplémentaire. Je suis morte torturée, je suis morte d'oubli, je suis morte dans mon lit. Je suis morte d'une overdose, je suis morte de froid. J'ai mouru à 3 ans. Je
Je suis morte d'une bavure, je suis morte d'une bravoure, je suis morte d'effroi. Je suis morte au combat, je suis morte lapidée, je suis morte violée. Là, comment mourir sur cette terre encore un luxe supplémentaire? Comment mourir sur cette terre encore un luxe supplémentaire? Je suis morte Tchernobyl, je suis morte vache folle, je suis morte de honte, je suis morte solitaire, je suis morte à la guerre, je suis morte en faisant la paix. Comment mourir sur cette terre encore un luxe supplémentaire? Comment mourir sur cette terre encore un luxe supplémentaire? Voilà, on vient d'écouter Aïda Sanchez, Je suis morte. Aïda Sanchez, que l'on pourra retrouver, notre extraterrienne préférée, demain au Pradette dans le cadre de la 3e édition des Saisons d'Elle, festival qui s'ouvre en ce moment même avec un concert des Sardinias d'Amata, une batucada afro-brésilienne. Suivront ce soir à 19h un concert de Lola et les Imprompteuses, et à 20h30, là j'en croyais pas, mes yeux et mes oreilles n'auront pas le plaisir d'aller les écouter, mais imaginez que Bernardo Sandoval, Serge Lopez et Equidad Barres vont se produire à 21h dans le cadre de ce festival. Et Equidad Barres, vraiment, ça fait une éternité que je ne l'avais pas écouté. Et donc, c'est parce qu'il y a trop de choses. Voilà, et donc ce soir au Pradette, Sandoval, Lopez et Equidad Barres joueront dans le cadre de ce festival Saison d'Elle à partir de 20h30. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur la programmation qui aura lieu donc ce soir, demain soir et dimanche, allez sur www.folle-saison.com, follesaison.com. Ce soir au gros village du Fifi Gros, planté sur la place Viguerie, maintenant on dit sur la place de l'exil espagnol, en face de la Dorade, et bien il y aura du punk rock à gogo avec Cardeboule Orchestra et Astafor Mods. Pendant tout le week-end, Toulouse résonnera au son des musiques baroques, 100 concerts, 30 lieux pour les écouter, 30 minutes par concert. Ça s'appelle Passe ton bac d'abord, et ça aussi c'est un festival largement conseillé par la maison. Michel Brun était notre invité la semaine dernière pour nous en parler. Mauve Magnette, chanson à texte et blues, ce soir à 20h à la Candela. Raphaël Prada, le pianiste flamenco, sera lui à 2 pas de la Candela, espace Saint-Cyprien à 21h. Le gros Tobrogoy, on le disait en début d'émission, fêteront la sortie de leur 2e album ce soir au Taquin à 21h. Yuri Gagarin, du funk mélangé à du rock et à du hip-hop à l'engrenage à 21h. Marie Sigal, que l'on a écouté tout à l'heure en solo au Bijou à 21h30. Et puis à l'ISDAT, École des Beaux-Arts de Toulouse, on pourra écouter ce groupe pop-rock toulousain assez étonnant, Kevin Collin et les Crazy Antonin. C'est de la musique bien faite, super rigolote, ils se prennent pas au sérieux et c'est assez terrible. Kevin Collin et les Crazy Antonin, donc ce soir à l'ISDAT à partir de 22h, et tout de suite dans Caramel Mou on écoute le morceau La Rivière Saint-Jean. D'argent se jette dans la laisse qui se jette elle-même dans l'Ariège. Quant à elle se jette dans la Garonne qui s'achève dans l'estuaire girondin sur l'océan Atlantique.
aimants dans la crique. Véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, et alors que Clément Marion est en train d'essayer de photographier les protagonistes de cette émission, dont vous allez peut-être entendre un bruit un peu bizarre dans le micro, c'est le bruit de son Instamatic Polaroid vintage. Et bien, vous dire simplement qu'à ce moment de l'émission, et bien, c'est terminé. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé donc pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur le Facebook de l'émission ou sur YouTube. Vous tapez Caramel Mou Campus FM et vous retomberez à partir de mercredi sur l'émission du jour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. On parlera sûrement et sans doute de jazz sur son 31. Allez, bonne soirée. Vous avez plein de choses à faire, les filles, ce soir. Et à la semaine prochaine. Bye. Caramel.